Salut Fred. Salut José. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va super bien. Good. On parlait récemment de partager un petit peu un week-end assez fabuleux qu'on a eu récemment avec nos amis Oui, le week-end de Boston. du marathon de Boston. 2025. Oui. C'était ta deuxième fois que tu y allais. Oui, effectivement. Je suis allé en 2022, puis là, 3 ans plus tard, en 2025. C'est vraiment particulier parce que là, aujourd'hui, on va faire 2 épisodes avec notre expérience. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on était plus que 30 000 là-bas à Ouais. courir. Il n'y a pas une personne qui a eu la même expérience. Non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et la tienne et la mienne, on en parlait ensemble, puis on se disait, et je vous dis ça à vous, gang, là, on se disait, moi puis Fred, ah, mais il faudrait leur dire ça. Et quand on dit l'heure, on parle de tous nos amis qui courent, tu sais. Et là, on se disait, ah, ça serait bon de partager cette information-là. Ce serait bon de partager cette réflexion-là. Donc, aujourd'hui, on va parler de Boston. On va parler de ce qu'on a vécu, mais avec comme deux volets différents. Donc, ça va faire comme 2 épisodes. Ouais. Ton expérience à toi puis la mienne, puis on a vécu quelque chose de complètement différent. Pourtant, on était au même endroit, La même journée, à la même heure. à la même météo. Ouais. Et c'était complètement différent. C'était fantastique. Je pense que ça vaut la peine de partager ça. Et en jasant, on s'est rendu compte que peut-être que vous pourriez apprendre des petites choses où ça pourrait vous inspirer. Donc, toute l'idée est là. Ouais. On commence avec toi, Fred. Go! Go! Donc, écoute, c'était fantastique parce que, premièrement, tu as fait une superbe belle course. Oui. Ça a été, en fait, au-dessus de mes attentes, ou du moins, tous les as se sont bien alignés cette journée-là. J'avais l'idée de faire un bon temps, mais j'avais aussi l'idée d'avoir un beau week-end avec des amis. Puis, tu sais, pour moi, il y avait plusieurs aspects que je voulais en profiter puis prioriser aussi durant mon week-end. Puis, ben, tout s'est aligné, puis tout a été au-dessus de mes attentes puis de ce que j'aurais pu espérer, là. C'est fou parce que, dans le fond, faire une course comme ça, c'est comme récolter. C'est comme quelqu'un qui a travaillé toute l'année dans son champ, puis là, c'est le jour de la récolte. Tellement. C'est aussi un peu là-dessus que je voulais mettre le focus avec les amis, parce qu'on était un petit groupe à y aller, puis j'étais le seul qui l'avait déjà fait, puis j'ai répété souvent, oui, mais ça reste, il est difficile, Boston, là. Fait qu'il faut être fier d'y arriver, première des choses, puis il faut avoir des attentes mesurées, parce que de vouloir à tout prix faire un record personnel, puis si c'est juste ça qui compte, ben il y a beaucoup de chances qu'on soit déçu. Fait que ça a permis quand même de donner des attentes variées sur plusieurs points aussi. Puis les amis aussi se sont ajustés. Puis je pense que ça a fait que tout le monde a eu un plus beau week-end aussi, là. Tes amis, c'était leur première fois. Ils en avaient entendu parler, mais en entendre parler, puis lire aussi, tu sais, Yves Boisvert, tu te souviens ce que Yves Boisvert avait écrit, super intéressant. Ça s'appelait « Le monstre de Boston ». Hein? Son article était dans la presse. T'as beau le lire, si un ami avec qui tu cours t'en parle, ça aide à dire « OK, je vais me préparer ». Si je le fais pas avec stratégie. Oui. Mais puis même encore. Parce que. OK. Puis là, ils vont se reconnaître s'ils écoutent ça, mais. On ne dira pas leur nom. Non, c'est ça, mais ils vont se reconnaître. Parce que je leur en ai parlé. C'est un parcours qui est difficile. C'est rare qu'on a une météo qui est favorable. Là, cette année, on a été chanceux. C'était exceptionnel, la météo. Puis même encore, chacune d'entre eux, à la fin, ont dit que c'était plus dur que j'aurais pensé. Puis là, j'aurais dit, ben là, pourtant, je vous l'avais dit. Mais oui, parce que je pense qu'on se fait un peu berner par le parcours quand on le regarde sur papier. Pour ceux qui le connaissent peut-être un peu moins, on peut prendre le temps là, de l'expliquer un petit peu, le parcours. Ça vaut la peine d'en parler, oui. Premièrement, ça s'appelle le marathon de Boston, mais ça a Boston juste à la fin, en fait. C'est parce qu'on arrive à Boston, mais on part de Hopkinton, qui est une petite ville, en fait, 42 km plus loin de Boston. Puis, c'est un profil qui est largement descendant, surtout au début. On peut être un peu berné par les descentes puis se dire « ça va être facile ». Puis, il y a très, très, très peu de plats. C'est principalement soit des légères montées, des légères descentes. C'est jamais plat? Jamais plat. Non. Puis, entre 28 et 33 km, il y a 4 bonnes montées. 4 bonnes montées. Puis, mais ça reste que c'est un parcours qui est, ultimement, qui a un peu plus de descente que de montée.
Oui. Je pense que c'est là où le piège est le plus gros. Parce que tout le monde se dit que descendre, ben, c'est facile. Oui. Oui, le piège. Sauf que dans les faits, c'est que souvent, les gens vont s'hypothéquer beaucoup musculairement dans les descentes. Puis après ça, ben, quand vient le temps d'avoir une vitesse un petit peu plus élevée dans les petites sections de plat, ben là, ça devient difficile à tenir. Puis, ça devient encore plus difficile dans les montées où là, souvent, on voit les coureurs cassés. Là. Le fameux Heartbreak Hill. Ouais, qui se trouve être comme la 4e de Oui. toute façon. Là. Fait il y a 3 côtes qui nous attendent. Puis après ça, il y a la fameuse Heartbreak Hill qui est la dernière grosse. Puis là, si on est encore en forme, c'est là qu'on dépasse beaucoup de coureurs. Là. C'est là qu'on voit qu'on a été stratégique, puis on a été sage, puis que la sagesse a été payante parce que même moi, j'ai eu la difficulté, puis là-dedans, ben, je la courais, mais c'est comme tu dis, c'est un marathon stratégique, puis tes amis, ils ont quand même été surpris, même s'ils avaient été avisés. Oui. Puis, on est chanceux maintenant en 2025. Je veux dire, on peut voir les parcours, on peut voir les parcours sur Strava. Il y a même une vidéo sur YouTube où c'est une voiture qui fait le parcours du début à la fin. Oh. Puis même à ça, on reste quand même surpris. On reste surpris de Boston pour oui, le parcours, mais aussi pour la foule qu'il y a autour. C'est pas non plus un horaire qui est typique. On est vite sorti de notre zone de confort. Fait qu'il y a plusieurs points qui nous déstabilisent à Boston. Là. Oui. Puis on est loin de chez soi. Ouais. On mange pas la même chose que d'habitude. En tout cas, c'est déjà un marathon, on s'entend. Déjà un marathon, c'est 42. Ouais. C'est déjà pas facile. C'est inhabituel. C'est ça, c'est ça. On fait pas ça tout le temps. Mais moi, je voulais aussi parler dans les années qui viennent de passer, puis c'est un commentaire qu'on m'a dit récemment, qui a fait que faut que Fred nous parle de Boston. Il faut qu'il nous parle de comment il a fait pour se rendre là, tu sais. Comment il a fait pour arriver... Donc, c'est un mélange de sagesse, de discipline, de pugnacité. C'est à ce point-là. C'est plus que de la ténacité. Comment il a fait pour se rendre là? Puis le commentaire qu'on m'a fait, c'est qu'on m'a dit, oui, mais Puis je pense pas qu'on parlait de toi, je pense qu'on parlait de quelqu'un qui était bon, mettons, en général. Puis, tu sais, quelqu'un qui est bon, tu sais, le mot bon, hein? Ah, mais lui, il est bon. En voulant dire, ben là, tu sais, lui, c'est facile. C'est jamais facile. Non. Puis là, ben, je voulais qu'on parle de ça, parce que j'avais le goût qu'on dise aux gens qui commencent la course ou qui courent depuis quelques années et qui se disent, ben c'est pas encore facile pour moi. Ben oui, mais ça sera jamais facile. Je pense qu'il y a quand même certains aspects qui deviennent un peu plus faciles avec le temps, mais globalement, c'est jamais très facile. Là. Puis, c'est sûr que moi, j'ai toujours eu la vision à long terme de la course à pied, parce que, ben, on baigne là-dedans au quotidien. Puis pour moi, ça a toujours été important que ça reste d'éviter les extrêmes à la course. Oui. Fait que de la manière que je l'explique, c'est d'éviter les gros moments d'euphorie, mais aussi, ce qui va aussi permettre d'éviter les gros moments de déception. Fait qu'en ayant des attentes un peu plus mesurées, puis, ben, oui, peut-être qu'on vit moins l'extase puis l'euphorie d'une course. Par contre, le lendemain, ben, on est encore motivé à continuer à courir, à continuer à jaser de course, puis à voir aussi les prochains défis qui nous attendent. C'est là que souvent les gens, ça descend la motivation, c'est qu'après un bel événement comme ça, ils se retrouvent à se dire « Ah, mais là, c'est ça, qu'est-ce qui reste maintenant? » C'est comme s'ils avaient tout fait. Mais t'as pas tout fait. Tu peux faire Boston 20 fois, puis il ne sera jamais pareil. Tu peux faire 10 fois un 5 km. Je ne sais pas, moi, il y a une des courses qui s'appelle la NDL, là, que les gens vont bien rapidement, puis qui est une course où les rapides du Québec aiment aller se tester un peu, tu sais. Bien, c'est jamais pareil non plus. Mais ce que je voulais parler aussi, c'était un peu ta progression. Là, tu nous parles de... Bien évidemment, tu sais, ton premier marathon, il a été en bas de 4 heures, bien évidemment, mais entre ton premier, qui était il y a combien d'années? En 2015. OK, ça fait 10 ans. 2013, excusez. Ça fait 12 ans. Ouais. OK. Déjà 12 ans. Ouais. Puis aujourd'hui, tu as progressé tranquillement, pas vite, à chaque année. Mais le mot, c'est tranquillement, pas vite. Tu n'as pas essayé de sauter les étapes. C'est ça qui est
Je pense que dans la course à pied, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réussite en course à pied appartient aux gens patients et tenaces. Oui. Sages. Et puis finalement, ça ressemble à la vie, tu sais. Puis, un tout petit peu chanceux aussi. Ouais. Parce que sachant qu'un marathon, on ne peut pas en faire à toutes les fins de semaine, c'est sûr qu'il faut tomber sur une bonne journée, il faut que la météo soit bonne, il faut qu'on ne soit pas enrhumé cette journée-là. Fait qu'il y a quand même une petite partie de chance. Oui. Mais je pense que le travail du coureur, c'est de gérer tout ce qu'il est capable de gérer de son côté. Oui. Puis après ça, de s'en remettre à... Il va se passer ce qui va se passer cette journée-là. Ça fait 12 ans que tu t'entraînes super sérieusement, même un peu avant. Oui. Mais disons, pour des marathons, ça fait 12 ans. Oui. Donc, ça fait 12 ans que tu ramasses dans ta besace, là, dans ton petit coffre à outils à toi, que tu ramasses plein d'expériences pour que quand il arrive la journée que c'est pas optimal, tu sois capable de faire ce qu'il faut, Ouais. puis tu continues, tu sais. Ouais. Et ça devient motivant avec le temps parce qu'on sait que notre coffre à outils il est plein. Oui, vraiment. Ça, c'est motivant. Mm-hmm. Quoi qu'il arrive, on a une réponse ou on a quelque chose qu'on peut s'ajuster, puis on sait quoi faire, peu importe ce qui va arriver. c'est ça. En quelle année tu as fait ton 100 000? On était dans l'île de la... Où est-ce qu'on était quand tu as fait le 100 000? Diana était là, ton épouse, il y avait tes parents, il y avait moi, il y avait Lionel. On était une belle gang. 2019. Mais là, ça, c'est 2018. Mais c'était pas... C'était 130 km cette journée-là. C'était pas le 160 aux îles Canaries. Ça, c'était 2018 de mémoire. OK, fait que le 160. Le 160, c'était l'année d'après, 2019. C'est ça. Ouais. Mais quand tu fais un 160, tu peux pas être prêt à... comment dire? Tu peux pas imaginer à quel point ça va être du travail, mais il faut que tu aies fait le travail pour te dire, j'ai ce qu'il faut pour le réussir. Tu sais. Ah, absolument. Puis, peu importe que tu aies fait le meilleur travail ou pas, dans ce genre de distance-là, il va y avoir de tout. Il va y avoir des moments où on est complètement surpris par la situation, on est complètement surpris aussi par notre état. On pense que qu'on passera pas au travers. Là, finalement, on remonte puis on comprend pas trop pourquoi. Fait que c'est aussi d'accepter cette part d'imprévu-là. C'est comme 24 heures. Ça a pris combien de temps cette fois-là? Oui, aux îles Canaries, ça a pris juste un peu moins que 24 heures, fait que 23h30 de mémoire. Puis le 100 000, vraiment 160 km, ça a pris 28 heures. Mais chaque course est tellement différente aussi. Oui. Le dénivelé ne sera pas pareil, parce que généralement, c'est en montagne, ces événements-là. La météo. S'il fait chaud, ça implique de courir la nuit. Ça implique tellement d'imprévus pas dormir, presque? Ouais, puis, non, pas dormir. Dormir 10 minutes maintenant. Ouais, des power naps de 5 à 15 minutes. Ouais. Puis, ce qui fait que c'est difficile de comparer aussi les courses. Une course de 160 ne sera pas comparable à une autre course de 160. Puis même la même course de 160 ne sera pas comparable d'une année à l'autre non plus. Il peut y avoir de la boue, il peut y avoir tout. Finalement, c'est comme la décennie d'une vie. C'est-à-dire, dans une vie, tu sais, il va se passer plein de choses dans une décennie. Il va se passer du facile, du pas facile, du décourageant, du extase, un peu de tout. Ouais. Mais la course, ça aide à ce niveau-là. Ça aide à se dire, j'ai ce qu'il faut dans mon petit coffre à outils pour continuer à avancer. Puis dans une course comme ça, il faut continuer à avancer. C'est comme à Boston, à la vitesse que tu allais. Écoute, moi, je regardais ça, c'était stratosphérique. J'ai beaucoup d'amis qui t'ont suivi. C'est le fun avec l'application. Ils pouvaient nous suivre à la minute près. Ils voyaient exactement où on était sur le parcours. Puis une chance, je ne le savais pas. Moi, je ne savais pas qu'ils pouvaient suivre de si proche que ça parce que ça m'aurait un peu énervé. Mais après ça, ils me disaient, « Hey, Josée, on te suivait, puis on suivait Fred. Ah, mon Dieu, que c'était extraordinaire, patati patata. » Puis je me disais, « Ah oui, ça les a encouragés, eux. » Puis ça, c'est des personnes qui courent des 5, des 10. Puis des fois, ils trouvent ça dur, puis tout. Mais ça les motive de nous voir que nous aussi, on a un peu de misère. Mais nous aussi, c'est du travail, tu sais. C'est pas, ça devient jamais gratuit, dans le fond. Ça devient jamais plus facile, on est juste plus rapide. Oui. Au final, plus on s'entraîne, plus... Ouais, toi, tu es plus rapide. Tu vois, moi, je commence à aller dans l'autre direction un petit peu. Mais toi, l'amélioration est vraiment là, mais c'est avec beaucoup de discipline. Ouais. Là, dans ton entraînement, tu avais un programme où tu avais des doubles. Des doubles, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une journée où on a 2 entraînements dans la journée. Oui. Il y a eu deux types de ces doubles-là. Des fois, c'est juste une sortie facile le matin, une sortie facile le soir. Ça permet d'ajouter un peu de kilomètres sans mettre toute la fatigue, en fait, qui serait reliée. C'est toujours un peu moins de fatigue de faire un 10 km le matin, un 10 km le soir pour un
un 20 km total dans notre journée, c'est un peu moins fatigant que de faire 20 km d'un coup. Des fois aussi, c'est plus facile avec l'horaire. Oui. Puis, il y a eu aussi, ça, c'est une nouvelle mode d'entraînement, si je peux dire, des doubles sorties d'intensité. Ah oui? Fait que c'est de prendre c'est comme si on prenait une grosse séance d'intervalle, Oui. puis qu'on la coupait en deux. Fait que ça fait en sorte qu'on va avoir 2 séances d'intervalle plus faciles dans notre journée, mais on en a quand même 2. Fait que ça aussi, c'est des sorties, c'est des journées qui ajoutent beaucoup, beaucoup de volume, qui ajoutent de l'intensité aussi, mais qui seraient plus faciles à faire, qui sont plus faciles à faire que si on l'avait regroupé ensemble. Mais ça, c'est des journées que tu faisais comme 17 km, ça, même plus que ça? Ah oui? Non, c'était plus... il y a eu plusieurs fois où ça revenait, là, à peu près une fois ou 2 semaines. OK. C'était plus comme 14-16 le matin, puis un 12 à 14 l'après-midi. Là. OK, Fait que, 28 c'était plus à des 30. 26 à 28. Là. En intervalle. Ouais, mais là-dessus, par contre, si on les prenait séparément, c'est des sorties qui sont relativement faciles, OK. qui sont très, très, très en contrôle, puis aussi pour lesquelles les vitesses sont relativement lentes pour des vitesses d'intervalle. OK. Ça permet quand même... Je lisais récemment un article qui disait que même après 4 heures, on a déjà un peu récupéré après un entraînement. Exactement. Le 4 heures, c'est pas mal le chiffre magique. Là. Ouais. Un bon repas et 4 heures, là, déjà, c'est 2 mondes. OK, un bon repas. Fait que tu faisais l'entraînement le matin, un bon dîner. Ou déjeuner, selon. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Puis ensuite, tu remangeais, mettons, le midi. Puis là, tu allais faire ton deuxième entraînement avant le souper. Parce que quand même, la digestion... Le monde idéal, c'est avant le souper. OK. Des fois, selon le travail, des fois, Ouais, ça pouvait varier un petit peu. Mais oui, d'avoir... tu sais, j'aimais mieux comme un bon 6 heures entre les 2 entraînements. Puis, idéalement, oui, avant le souper, c'est un peu plus facile pour l'horaire, puis pour surtout la digestion. Oui, la digestion. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à courir après avoir mangé. Même si c'est 2 heures après avoir mangé, j'ai encore de la difficulté, là. Oui, toi aussi. Je pense que c'est ma bête noire, moi. Ah, c'est ta bête noire. Oui, c'est ce que... premièrement, je déteste ça. Oui. Je me sens tout de suite inconfortable. Oui. Non, c'est vraiment difficile pour moi. moi, gonflé. Puis, évidemment, la grosse chaleur, tu sais. Oui. Cette semaine, il faisait 25 avec un taux d'humidité, je ne sais pas de combien, là. Évidemment, c'est plus difficile. Pour arriver à une progression comme ce que tu as fait, tu sais, tu as fait un superbe de beau Boston. C'est comme si tu avais récolté des années de travail. Tu as aussi récolté un hiver qui était particulièrement difficile qui était plus challengeant au niveau météo. Puis, je pense que c'était ton programme le plus exigeant que tu as jamais fait. Est-ce que c'est possible? Sur papier, oui. Parce que si on regarde le nombre de kilomètres que j'ai fait, l'intensité aussi, la musculation, oui. Mais c'est aussi un programme ou un bloc d'entraînement dans lequel j'ai réussi à courir sans douleur, courir sans blessure. Puis même, j'irais plus loin que ça, sans tu sais, les inconforts de course, là, très, très, très minimal. Ce qui fait en sorte que, tu sais, pour le bonheur de la course, c'est bon. Oui. Pour la motivation, c'est bon, tu sais, de voir que semaine après semaine, on encaisse des kilomètres, puis on a l'impression que le corps l'accepte. Oui. Donc oui, sur papier, ça a été mon plus gros volume pour entre janvier puis le marathon de Boston, ça a été vraiment un très, très bon volume. J'étais arrivé à Boston avec beaucoup de kilomètres dans les jambes. Mais par contre, j'étais frais. Puis j'étais pas... Tu sais, des fois, juste avant le fameux taper, là, on a hâte que le taper arrive. Puis on se dit, là, j'en prendrais pas une semaine de plus. Là. On est épuisé dans le fond. Bien, rendu au taper, pour moi, j'étais très content. Puis j'étais content du travail que j'avais fait. Puis j'avais hâte à Boston. Puis j'étais content d'arriver en taper. Mais c'était pas une urgence de tomber en taper. Tu sais, si on m'avait dit, hey, Boston spécialement va être repoussé de 2 semaines, tu as 2 grosses semaines d'entraînement qui s'en viennent, j'étais prête pour ça. C'est fantastique. Mais on arrive là aussi, au fil des années, puis avec de la sagesse. Quand quelque chose, si tu te sentais un peu fatigué ou s'il se passait quelque chose dans les derniers mois, probablement que tu acceptais de te donner un mini recul puis de réavancer. Parce que sinon, si on avance quand ça fait mal ou si on va trop loin plus loin que ce qu'il faudrait, on paye pour, tu sais. Complètement. Tout le temps. Puis ça, ça prend de la sagesse, ça prend de l'écoute de soi aussi. Oui. Puis
c'est plate, là, mais on l'expérimente aussi un petit peu par la douleur, mais des fois, de juste sauter un entraînement va faire en sorte que les trois semaines suivantes vont se passer super bien au lieu de s'entêter puis de passer 3 semaines à quêter. Oui. La différence entre s'entêter et puis trouver des excuses, tu sais. Trouver des excuses, dire « Ah, je suis fatiguée, je n'irai pas cette semaine », ça, c'est des excuses. Mais tout est une question. C'est comme de la slackline. Moi, j'ai déjà regardé des gens qui font de la slackline. Moi, je ne connais pas ça, je n'ai jamais fait. Ça, c'est à ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, ils tendent une corde qui a à peu près 2 pouces de large et ils tendent ça entre 2 arbres et ils tendent au maximum. Et là, ils essaient de marcher là-dessus, tu sais, comme des funambules. Puis moi, je les regardais faire et je me disais, OK, ça, c'est vraiment comme la vie, mais c'est aussi comme un entraînement de marathon. Parce que il faut que tu sois tout en souplesse, puis en adaptation continuelle à tout. Puis sinon, tu tombes. Oui. Puis l'équilibre, un peu comme ce que tu disais, entre je suis gentil avec moi-même ou je suis trop gentil avec moi-même. Ça aussi, c'est pas facile non plus à mesurer, là. Oui, c'est ça, exactement. Tes amis à Boston, ils ont bien réussi aussi. Vous avez fait une super de belle job. Ouais. Vous étiez tous contents. Vous avez eu du fun. Fait que ça, c'était une célébration dans le fond. Vraiment. Puis, tu sais, la célébration, c'est pas non plus juste le jour de la course. C'est le week-end. On est parti le samedi, tout le monde ensemble avec la van de maison de la course. On était 8 dans le véhicule. Fait que, ça fait partie de la célébration puis du plaisir de la course puis des entraînements qu'on a fait aussi là, dans les derniers mois. On s'était loué une maison pas trop loin non plus du départ. Fait que c'est tout le petit moment relax entre amis aussi a fait partie de l'expérience. Ça aide à sortir l'hiver quand les conditions sont plus difficiles. Tu sais que tu as une fête avec les amis qui s'en viennent. Ouais. Comme, tu sais, je reviens souvent aux gens parce qu'on a la chance de travailler avec des coureurs, tu sais, puis là, récemment, il y avait Guylaine là, qui était là puis qui parlait de l'événement qu'elle avait eu avec ses petits-enfants, sa fille, puis tout ça. Puis là, je me disais, ben tu vois là, comment tu as travaillé fort cet hiver, ben c'est ça que ça a donné, tu sais. Mm-hmm. Il faut avoir des objectifs. Il faut des objectifs qui nous rendent heureux, puis qui vont nous donner de la motivation. Il faut que l'objectif soit plus grand, puis la récompense de cet objectif-là soit plus grande que l'effort demandé. Oui. Pour qu'on continue à faire l'effort, tu sais. Ben, pour que ce soit périn aussi dans le temps, parce qu'une fois, 3-4 mois, se faire un peu... se faire violence, c'est peut-être un peu intense comme expression, mais peut-être que ça va le faire. Mais tu sais, d'année après année, de réussir à trouver ces motivations-là, ben, effectivement, ça prend quelque chose d'exceptionnel là, en bout de ligne. Là. À long terme. Quelque chose à long terme. Mm-hmm. C'est quoi ton prochain défi? Je suis même pas au courant. Pourtant, on travaille ensemble. Ben non, mais moi non plus. C'est pour ça. En fait, tout l'hiver avec les amis, justement, puis c'était un peu rendu la blague parce que j'arrêtais pas de dire « Je ne prends pas de décision avant d'avoir couru Boston ». Là, toutes les propositions de hey, je veux faire tel 5 km, tel 10, tel demi-marathon, course en sentier. J'ai eu des propositions pour tout ce type d'événement-là. Puis ma réponse était toujours la même. J'attends de courir Boston pour me décider après. En fait, la raison de cette décision-là, c'est que je voulais me laisser la chance de voir ce que j'avais envie de faire après. Oui, oui. Parce que, tu sais, ça aurait été correct pour moi de faire juste un marathon dans l'année. L'année passée, ça a été ça. L'autre année d'avant aussi. Puis pour moi, ça me convient bien, un marathon par année. 2, ça peut être une option, mais j'aime ça pas en faire trop puis aller un peu me promener, faire un 5 km. J'ai fait un demi-marathon au printemps passé. J'ai adoré ça. Couper les secondes dans les 5 km. Exact. Puis ça fait de la variété un petit peu. Oui. Mais après Boston, par contre, j'avais vraiment le goût de courir un autre marathon. Fait que, tu sais, je pense 2 jours après, j'étais déjà décidé que pour moi, cet automne, ça allait être un autre marathon. Là, reste juste à trouver lequel. Lequel? Ouais. Mais oui, parce qu'il y en a des beaux. Il y en a bien, mais c'est tellement populaire qu'il y en a déjà qui sont pleins. Oui, c'est ce qui arrive. Puis, comme on disait tantôt, Boston, c'est pas un parcours qui est particulièrement facile. Donc là, c'est sûr que ce serait le fun d'avoir un marathon qui est peut-être un peu plus favorable pour de la vitesse. Pour de la vitesse, oui. Oui. Ouais. Pour peut-être aller recouper un petit peu
le temps incroyable que tu as déjà là, dans ton historique. Oui, ben c'est ça, ce serait l'objectif. Fait que je regarde les options. Pour moi, c'est le point le plus important, c'est... Ben non, il y a 2 points très importants, là, mais de pas être le seul. Fait que si j'ai des amis qui vont à un événement, je vais avoir tendance à prioriser cet événement-là. Puis la météo. Ouais. Je trouve ça tellement dommage de s'entraîner plusieurs semaines puis d'arriver à une course qui a 3 chances sur 4 de faire 22 degrés, tu sais. 30 degrés. 30 degrés. Puis, Oui. tu sais, rapidement sur marathon, Oui. ça prend pas grand-chose pour que ce soit trop chaud. Terrible. Puis quand il fait trop chaud, il n'y a pas grand-chose à faire. Non. Si on veut faire un temps. J'ai fait c'est Toronto, j'ai fait une année, puis les gens vomissaient le long du parcours parce que c'était pas faisable, tu sais. Moi, j'avais... Ça, c'est une de mes forces. Moi, je m'adapte beaucoup, tu sais. Fait que, une chance, je m'étais adaptée. Je suis arrivée à la fin. J'étais rouge comme une tomate, mais j'étais super en forme. Ouais. Mais tu sais, je devais avoir réduit de 20 secondes du kilomètre, là, facile. Ouais. Mais probablement que c'était peut-être leur 2e marathon à vie puis qu'ils n'avaient pas réduit. Puis là, écoute, chaque côté, là, à partir du 34e kilomètre, il y avait du monde penché, plié en 2. Ouais. C'est pas très beau. Puis les organisateurs n'aiment pas ça non plus. C'est sûr que c'est pour ça qu'avant, le marathon de Montréal le marathon de Québec était en août. Ils l'ont déplacé en octobre à cause de ça. C'est tellement mieux. Parce qu'en août, c'est rendu difficile. Oui. Même en septembre, c'est rendu quasiment 50-50. Là. C'est très difficile en septembre. Ouais. Moi, je considère qu'un marathon, là, c'est 1er octobre et après. Oui. Là, on met vraiment toutes les chances de notre côté qu'il fasse une belle météo. Parce que pour un marathon, c'est 6 à 12 degrés. Oui. 6 à 12 degrés, c'est pas mal optimal. Puis à partir de... C'est pas long, là. À partir de 16, 17, déjà, ça commence à être chaud. Puis à 20, 22, c'est un peu trop chaud. C'est pas dramatique, mais c'est quand même pas optimal. Oui. En Louisiane, cet hiver, je pense qu'il faisait 22 quand j'ai terminé, puis j'étais à côté. Là. C'est chaud, 22. Bien, surtout en janvier. Ouais. Pour nous, au Québec, là, on trouve ça difficile. Ouais. Donc, là, la motivation, ça va être... Tu vas te remettre dans le gros du travail. Ouais. Ça va être avec les amis que tu es en train de choisir un prochain marathon avec la gang d'amis. Et puis, vous allez repartir ensemble, vous allez vous entraîner ensemble, vous allez avoir du fun, vous allez partager vos soucis aussi quand vous êtes inquiet, quand vous êtes un peu fatigué. Ouais. On s'encourage mutuellement. Tu sais, dans le livre, je parlais des gens qui ont des bilans. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des gens avec qui courir, mais si tu as quelqu'un qui habite loin de chez toi, mais qui fait le même entraînement, ben tu te parles, tu t'écris. Complètement. Ben oui, déjà, d'avoir le même objectif, on vit un peu la même chose. Puis je le vis beaucoup avec Diana, ma conjointe. Ça arrive très, très, très souvent qu'on fait le même marathon, qu'on fait le même événement. On n'ira pas faire nos séances d'intervalle ensemble. Par contre, on va partir en même temps faire nos intervalles ou faire notre longue distance le dimanche. On va revenir, on va avoir vécu un peu la même chose quand même. Puis le dimanche soir, on va être un peu crevé pour les mêmes raisons. Puis ça rapproche quand même beaucoup. Puis ça permet aussi de voir qu'on n'est pas tout seul dans ce bateau-là. Oui. Ça donne de la motivation. Ça, c'est sûr. Puis on sent qu'on est compris. Ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Ouais. Est-ce que tu penses retourner à Boston un jour? Là, tu l'as fait 2 fois. Oui. Après 2022, je m'étais dit, je vais y retourner, mais ça ne deviendra pas parce qu'on a plusieurs amis là, qui lancent des séquences. Oui. Puis on a une amie qui c'était son 17e cette année. Un ami qui c'était son 22e. Oui, c'est ça. Il y a des longues séquences. Oui. Fait que moi, je voulais vraiment, vraiment pas partir de séquences parce que ça reste qu'un marathon au printemps, c'est quand même... Ça demande beaucoup de compromis durant l'hiver. Mais je voulais y retourner. Je voulais y retourner aussi quand ça allait être significatif. Fait que là, d'avoir des amis qui voulaient aller faire leur premier Boston, en plus du fait que ça tombait le même week-end que Pâques. Oui. Fait que, pour la boutique, c'était quand même plus facile étant donné qu'on est fermé le dimanche. Je pense que toutes les astres étaient alignés à ce moment-là pour y retourner. Fait que je vois ça un peu de la même façon pour mon prochain Boston. Ça sera quand il va y avoir quelque chose qui va le provoquer, quand Diana va se qualifier, en fait.
Quand tu vas t'es-tu opportuniste, dans le fond? Ouais, complètement. Complètement opportuniste. Bon, fait que là, Diana, ça y va falloir que j'y aille. Parce que moi, j'aime ça courir avec Diana. Moi, j'aime bien ça courir avec Diana. Ouais. Mais là, j'ai la chance. J'en parlerai tantôt, mais je connais quelqu'un qui y va l'an prochain, puis je sais pas comment je vais faire pour y aller avec elle. C'est ça. On est mal pris. On souffre beaucoup. Ouais. C'est pas facile. C'est ça, c'est pas facile. Parce que quand on dit go, après ça implique des entraînements au mois de février, ça implique des entraînements à -20, puis c'est ça aussi qui est... Quand on est fatigué, ça implique d'y aller quand même. Ouais. Puis on a l'impression que ça fait longtemps parce que là, il fait beau dehors, puis c'est chaud, puis on est bien, mais on a couru sur la glace, dans la neige, à l'intérieur. J'ai couru beaucoup sur tapis cette année. C'était la première fois que ça m'arrivait. Tu as couru beaucoup sur tapis cette année, puis dans le fond... T'as vraiment tiré avantage de ça. Tu me parlais à quelques reprises à quel point ça allait bien, tes intervalles même de vitesse sur tapis. Puis je me disais, hey, c'est le fun, ça. Peut-être que moi aussi, je me serais équipée d'un tapis parce que je trouvais que c'est sûr, les intervalles de vitesse dehors, dans la neige et tout, c'est dangereux un peu pour les ischio-jambiers. Ouais. C'est dangereux. Mais finalement, c'est quelque chose que tu vas conserver l'an prochain dans ton entraînement. Oui, vraiment. En fait, de la manière que je le voyais, c'est toujours, est-ce que ça se fait à l'extérieur? Oui, OK. Fait quand c'était juste des entraînements de course facile, comme il y en a vraiment beaucoup dans un entraînement marathon, toujours à l'extérieur. OK. Même si la surface n'est pas idéale, ben on s'adapte pour la vitesse, puis ça se fait super bien à l'extérieur. Après ça, si ça me demandait des intervalles de vitesse puis que dehors, c'était glissant, je les faisais sur tapis, mais ça m'arrivait même de faire mes échauffements à l'extérieur, de faire mes intervalles sur tapis, puis de faire après ça mon cool-down, mon retour au calme à l'extérieur. OK. Parce que le tapis, en fait, j'en ai pas à la maison, il était au gym. OK. Si je partais de la maison, ça m'arrivait de partir de la maison en courant, arriver au gym. OK. Là, j'embarquais sur le tapis, je pouvais tout de suite commencer mes intervalles. Il fallait t'enlèves ton manteau, là. Oui, changer de souliers, etc. Mais c'est parce que pour moi, le temps est long sur tapis. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est long. Fait que quand c'est des intervalles, ben il y a toujours quelque chose qui arrive, il y a toujours du changement, ça passe de loin plus vite. Oui, c'est vrai. Mais de courir à vitesse constante sur tapis pendant 45 minutes, 1 heure, 2 heures, ça, c'est long. Ouais. Fait que tout ce que je pouvais escamoter, mon échauffement de 5 km, ben, je le faisais dehors. J'embarquais, j'étais déjà réchauffé, je pouvais faire mes intervalles sur le tapis. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça a fait en sorte que peut-être que les pires semaines, j'ai peut-être couru 2-3 fois sur tapis, mais c'était pas beaucoup de kilomètres, puis c'était pas beaucoup de minutes, mais c'était les minutes importantes puis les kilomètres importants. Tu t'es adapté, dans le fond. Oui. Tu as trouvé des façons. Oui, complètement. Puis je pense que ce mode hybride-là, ben ça apporte quand même plein d'autres bienfaits. Parce que pour moi, c'est difficile quand même courir sur tapis. Il y en a qui trouvent ça plus facile. Moi, je trouve ça égal, mais je trouve que ça apporte d'autres défis. Il fait chaud. Tu sais, au gym, il fait 22. Là. Ah oui, je comprends pas qu'ils gardent ça chaud comme ça. Moi aussi, j'ai chaud au gym. Ben oui. Fait qu'au mois de février, de courir à 22 degrés, ben, on a tous les avantages de l'adaptation à la chaleur. Oui. Tu sais, déjà, le printemps, quand il commence à faire un peu plus chaud, on est déjà partiellement adapté. Oui, c'est vrai. Mentalement, c'est plus difficile, donc ça reste que... Ça, c'est un plus. Ben oui. Il faut que ce soit difficile. Puis un autre point qu'on sous-estime, c'est que c'est de la variété. Oui. Puis de la variété, c'est toujours bon en course à pied parce que courir, c'est pas le... Oui. Courir, ça reste de la course. Fait que d'apporter un peu de variété, c'est super le fun. Fait qu'il y a des fois où j'étais content de courir sur tapis, des fois c'était moins le fun. Mais globalement, ça a fait que l'hiver a été un peu différent des hivers passés. Il y a des semaines que tu faisais au-dessus de 100 km, je crois, là. Oui. En fait, entre le 1er janvier puis le jour du marathon, j'avais plus que 100 km en moyenne pour chacune des semaines. Là. Fait que j'avais 1600 km de fête rendu à Boston. Ce qui est exceptionnel. Mais je discutais dernièrement, puis je sais que toi, ce que tu aimes beaucoup, là, une des choses qui te passionne, c'est de lire sur l'entraînement, sur qu'est-ce qui se passe au niveau historique aussi de l'entraînement. C'est-à-dire que tu ne lis pas que sur qu'est-ce qui se dit maintenant. T'aimes aller lire qu'est-ce qui se disait il y a 20 ans aussi. Ouais. Puis comment ça a évolué, autant au niveau nutrition, où tu es une référence incroyable à la boutique, qu'au niveau de l'entraînement, de la récupération. Tu aimes ça, connaître beaucoup qu'est-ce qui se passe au fil du temps. Et
Et dernièrement, je parlais avec Alain Bordelot, que tu connais. Oui, Là, ben oui. Il a fait un marathon dans les années, ça fait 30 ans à peu près. 82 de mémoire, En son 2h14, je ouais, crois. 2h14. Hein, en tout cas, et je me souviens jamais des secondes, mais je me souviens pas des secondes des miens non plus. Fait que... C'est 2h14, oui. OK. Donc, et il disait, hey, à l'époque, on faisait plus que 200 km par semaine de course. T'sais. Mais je me disais, mais est-ce que tu pouvais avoir un emploi à temps plein avec ça? En tout cas. Mais maintenant, on a réduit ce kilométrage-là beaucoup. Oui. Dans ce niveau de coureur-là. C'est ça. Puis je suis loin de ce niveau de coureur-là. Fait que pour moi, ça n'a jamais été une option de courir 200 km par semaine. Non, mais 30 minutes, c'est un univers. Ça, les gens, ils ne savent pas. Là, mais 30 minutes dans un marathon, c'est stratosphérique. Là. Complètement. Là, puis pour donner une échelle aussi, à Boston, j'ai fini 1500e. Là. Fait il y en avait 1500 plus rapides. Là. C'est beaucoup puis c'est peu en même temps, là, mais c'est deux univers, les premiers à l'avant. Là. Fait que oui. Puis si on recule aussi, le 2h14 d'Alain, c'était sans nutrition sportive. Mais oui. C'était sans les chaussures à plaque de carbone. Fait qu'il y a plein de choses qui ont évolué. Puis c'est dur aussi de mesurer qu'est-ce qui représente quoi dans l'amélioration ou dans la non-amélioration des temps aussi. Là. Oui. C'est intéressant, mais au niveau nutrition, ça a beaucoup changé. Comme moi, on avait parlé de nutrition avant le marathon, puis j'en parlerai tantôt quand on parlera de mon week-end, mais c'était super intéressant. Puis vraiment, les gens, ils viennent à la boutique et il y aurait avantage à nous poser des questions parce que ils prennent pas assez de nutrition. Toi, t'en as pris à toutes les 30 minutes, t'as pris 20 minutes. OK, tu as été aux 20 minutes. Ah, wow! Ouais. Pas de problème de digestion, tout a bien été. Non, mais zéro problème de digestion, là, vraiment impeccable, mais c'est quelque chose que... pour moi, ça a été long avant que je me concentre là-dessus, mais c'est quelque chose que j'ai pratiqué aussi dans la dernière année. Là. Okay. Ça vient beaucoup des amis. Là, il y en a qui en faisaient un peu leur mission, là, puis qui calculaient les grammes de glucides à l'heure. Puis là, moi, je trouvais ça tout le temps trop intense. Puis je trouvais pas ça pertinent, mais finalement, ça l'est un peu plus qu'on pense. Puis oui, de chercher à avoir un apport en glucides qui est régulier puis qui est un peu plus fréquent, là, un peu plus élevé. C'est dur de... comme tu disais, là, la majorité des coureurs auraient intérêt à en prendre un peu plus. Là. Oui. En fait, ce qu'on veut pas, c'est avoir un pic puis descendre bas. Exact. Si on en prend, toi, tu en as pris aux 20 minutes, moi, j'ai pris aux 30 minutes. Mais si on en prend continuellement, mais on reste plus stable. C'est plus facile aussi de garder le rythme. Puis émotivement aussi, psychologiquement, on se sent pas descendre. Mm-hmm. C'est plus facile de persévérer puis de continuer, de maintenir la vitesse. En tout cas, moi, je l'ai remarqué. Là. Complètement. Puis, un point aussi qui a changé, c'est le fait qu'on le pratique à l'entraînement. Oui. Ben, c'est prouvé scientifiquement que quand on a un apport en glucides un peu plus élevé durant nos entraînements, on récupère un peu mieux. On a un petit peu moins de fatigue musculaire, mais psychologique aussi. Là, on se sent mieux après nos entraînements, donc on récupère mieux, puis ça fait qu'on s'entraîne mieux au final. T'sais. Fait que ça aussi, ça aide globalement dans notre bloc d'entraînement. Mais quand tu parles de récupération, ce qu'on dit aussi aux gens, et là-dessus, tu vois, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais on dit, puis quelqu'un me racontait ça récemment. La personne a fait un 10 km, elle dit, après, est-ce qu'il faut que je mange des protéines? J'ai dit, 10 km, je pense pas. Mais après un marathon, comme tu viens de dire, on récupère mieux si on a eu notre apport de glucides très constant pendant tout le long de la course. Mais qu'est-ce qu'il y en est, le fameux « faut manger des protéines en dedans de 30 minutes avant la fin de l'entraînement ». Qu'est-ce que tu as lu récemment là-dessus d'intéressant? C'est pas aussi... coupé au couteau que ça? Exact. En fait, il y a effectivement une petite fenêtre d'une 30aine de minutes, mais ça, c'est pour du court terme. Ça va être vraiment pertinent, comme un peu on en parlait tantôt, pour un double entraînement dans une journée. Ah, OK. Parce que je pense que c'est pertinent, puis là, je reste prudent dans ce que je dis, je me souviens plus par cœur, là, mais c'est pertinent pour les 12 prochaines heures. Mais tu sais, si on va juste s'entraîner le lendemain ou le surlendemain, faut pas devenir fou non plus avec la fenêtre du 30 minutes. Okay. Puis un peu de protéines, oui, mais on n'a pas besoin non plus de les calculer parce qu'une alimentation variée puis complète, on va avoir assez de protéines. On n'a pas besoin
de volontairement prendre plus de protéines nécessairement. Puis ça prend aussi quand même un peu de glucides parce que rapidement, c'est ça qui va être assimilé par le corps aussi après un entraînement. Pour la récupération. Oui, vraiment. Parce que, dans le fond, avec une bonne nutrition variée, en tout cas, moi, j'ai jamais pris de suppléments. Puis pourtant, je cours puis ça va très, très bien. Même chose, jamais. C'est ça. Mais il faut dire que depuis peu, je prends un peu plus de gel pendant la course et j'ai vu une bonne différence, effectivement. Ouais. Puis, tu sais, pour terminer avec les gels aussi, un point qu'on n'a pas parlé, mais c'est de commencer tôt dans la course. Puis ça aussi, ça a changé. Parce que souvent, là, je me souviens, mon premier marathon, là, je pense après 1 heure ou 1h30, on commençait à prendre un premier gel. Oui. Puis là, ben ça passait pas. Mais c'est sûr, tu sais, l'estomac, il y a un peu moins de sang. On est dans un effort qui n'est pas confortable. Puis là, on lui demande de digérer en plus. C'est normal que ça ne fonctionne pas. Fait que de commencer rapidement, ça va faire en sorte, comme tu expliquais tantôt, qu'on va être constant. Le corps va toujours avoir un petit peu d'énergie à brûler. Un apport constant. Constant. Oui. Un peu comme une voiture, un apport constant. Ah oui. Oui. Ah non, c'est... Mais puis la course, c'est... Toi, je sais, t'es motivé. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui gardent la motivation longtemps dans la course à pied, c'est des gens qui aiment apprendre. Parce qu'il y a toujours à apprendre. Vraiment. Oh, oui. Ça n'arrête jamais. Là, t'sais. Toi, tu écoutes tes podcasts, tu lis beaucoup aussi sur le sujet. Oui. Et puis, on fait nos expérimentations aussi. Quelqu'un qui fait du 5, du 10 km, du demi-marathon, c'est les mêmes expérimentations que nous. Tout le temps. C'est la même discipline que nous. Oui. Et puis, il faut se gâter de la même façon après la course. T'sais. Oui, c'est ça. Ça c'est les mêmes expérimentations. Puis des fois aussi, c'est le fun de tester des choses. Oui. Tu sais, ma mère a fait un demi-marathon il y a 3 semaines. Martine, oui. Mm-hmm. Puis elle, son objectif pour sa course, c'était de faire un split négatif. Oui. Ça, si vous n'êtes pas trop sûr, c'est quoi? C'est de finir la deuxième partie un peu plus rapide que la première moitié. Puis ça, en fait, c'est prouvé que, je pense, à partir du 800 mètres jusqu'au marathon, tous les records du monde, puis tous les records personnels optimales pour optimiser une course, c'est de cette façon-là que ça se fait. Soit d'avoir la première moitié puis la deuxième moitié égale ou légèrement plus rapide pour la deuxième partie. Puis Martine n'avait jamais réussi à faire ça dans une course de demi ou de marathon. Fait que son objectif, le jour de la course, c'était ça. Mais c'est le fun. Un nouvel objectif. Ben oui. Ajusté. Vraiment. Oui. Effectivement, on peut avoir différents objectifs. Tu sais, toi, tu as déjà fait le marathon avec Diana. Oui. Tu as accompagné une fois Diana. C'est-tu à Toronto? Ottawa. Ben, en fait, c'est arrivé 2 fois, mais la plus récente, c'était à Ottawa. Il faisait chaud, non? Il faisait chaud. Oui, je me souviens. Puis ça a été une de mes plus belles expériences de marathon à vie. Et pourtant, c'est pas la plus rapide. Ah ben non, mais c'est non. Ça. Mais cette journée-là, ben, premièrement, Diana est arrivée prête. Un très bel entraînement. Très, très, très bel entraînement. Puis elle avait un objectif quand même assez précis de ce qu'elle voulait faire. Puis là, je me souviens, on a commencé. Puis à Ottawa, ça part tôt, ça part à 7 heures. Puis moi, je le voyais qu'il commençait déjà à faire un peu chaud, mais j'en parle pas parce que je suis pas découragé. Puis là, moi, semblant qu'il fait pas chaud. Ouais, c'est ça. J'avais du fun parce que là j'ai donné attention, bientôt on a la table avec les gobelets d'eau. Fait que ça va être à ta droite ou bientôt on va tourner à gauche. Fait que tu peux commencer à te tasser, etc. T'sais, pour moi, c'était comme j'essayais de tout voir, puis de contrôler l'environnement. Ouais. Puis je me souviens que sur le tapis du demi-marathon, on est passé avec un écart de 0 seconde sur l'objectif. On était pile sur l'objectif pour le demi-marathon. Puis, comme ce qu'on vient de parler, elle a réussi, malgré la chaleur qui commençait de plus en plus à augmenter, à aller soustraire 1 minute 20 sur son deuxième demi. C'est vraiment beaucoup. Ben oui, surtout que c'était déjà un temps qui était ambitieux. Mm-hmm. C'était une météo qui n'était pas évidente, mais elle a commencé en contrôle, puis un peu conservateur, c'est que ça a permis de finir en force.
Puis à la fin, on dépassait des gens, c'était un après l'autre. Là. Oui, effectivement. C'est sûr qu'à la fin, si les gens partent trop vite, à la fin, ils souffrent beaucoup. Tu souffres. Le bon travail que tu fais au début te permet de fêter un peu plus à la fin. Vraiment, oui, d'avoir une meilleure expérience. Oui, parce que quand ça fait mal à la fin, ça fait vraiment mal. Mm-hmm. C'est quand même arrivé, ça m'est arrivé à quelques reprises, là, mais oui, quand ça fait mal, ça fait mal. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des baisses de motivation? Puis, c'est quoi ton truc personnel, ton meilleur truc qui fait que tu fais, je vais y aller, je vais sortir, je vais le faire? Oui. Je pense que, oui, premièrement, oui, ça m'arrive d'être un peu moins motivé. Ça arrive à tout le monde. Oui, puis c'est normal. Même aux super champions. C'est sûr. Souvent, j'essaie de juste enlever un peu pas le superflu, mais enlever des détails qui sont pas super importants. Ce que ça veut dire, c'est, si j'ai une séance d'intervalle de prévu, je vais me dire, j'ai pas de vitesse de prévu à ce moment-là. T'sais. Je sais que je vais faire, disons, 5 fois 5 minutes. Puis si j'avais, si c'était prévu de le faire à une vitesse précise, là, je fais juste me dire, je fais mes 5 fois 5 minutes, puis ce sera la vitesse que ce sera. Des fois, c'est un petit peu plus lent. Des fois, finalement, c'est pas loin d'être la même chose, mais je m'enlève ce stress-là de regarder la montre tout le temps, puis de... Première des choses. Des fois, t'enlèves de la pression, dans le fond. Oui, mais je pense que c'est pas de la pression parce que je pense vraiment que je me mets pas tant de pression avec la course. Je pense que c'est plus de la charge mentale, peut-être. OK. Tu sais, l'espèce de charge de vérifier mes affaires, puis d'être conscient de ce qui se passe et tout, de juste un peu... être un peu perdu. OK. Tu sais? Fait que des fois, tu es un peu plus dans ta tête, tu écoutes un peu plus ton podcast au lieu de te concentrer sur ta course. Ce qui fait en sorte que ça a passé. C'était peut-être un peu moins rigoureux comme entraînement, mais l'entraînement est fait quand même. Oui. Puis les bénéfices sont là. Tu sais. Ça, c'est sûr. Ça peut être une première façon un peu de m'ajuster. Quand tu reviens à la maison, tu te dis, mettons que tu as fait ton entraînement, selon toi, à 90 sur 100, tu vas te dire, parce que tu étais un peu fatigué, tu avais moins de motivation, tu vas te dire, il est réussi. Oui. Tu ne diras pas le mot échec, là. Non, mais non seulement, moi, j'irai encore plus loin que ça. Non seulement je considère qu'il est réussi, je considère qu'il est mieux réussi que si je m'étais entêté à le faire à 100%. OK. Parce que je considère que si cette journée-là, j'avais besoin de m'ajuster puis de le faire à 90%, je considère que c'est une meilleure réussite que si je m'étais entêté. Dans le fond, tu considères que ça, c'est la réussite. Oui. De t'être adapté, c'est la réussite. Vraiment. Puis ça, des fois, j'ai la discussion avec des amis un peu blessés ou un entraînement qui est trop difficile, puis qui vont enlever une répétition à la fin ou qui vont faire une répétition plus lente. Ça, c'est d'avoir réussi. Parce que de se pousser puis de se forcer à le faire quand c'est pas ça qu'on devait respecter comme code d'effort, mais c'est pas le réussir, ça. Ouais. Si au programme, c'est supposé être un entraînement qui est facile, puis que cette journée-là, il n'y a rien de facile, puis qu'on s'entête, puis qu'on le fait à la vitesse qui est prescrite, puis que cet entraînement-là est devenu un entraînement extrêmement difficile, c'est quoi qu'on a réussi, là? C'est pas une réussite. On a réussi à faire le chiffre qui était écrit sur le programme, mais on n'a pas réussi à faire l'intention du programme. Oui. L'intention du programme, pour moi, c'est plus important. Là. Oui. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, dans le fond, faut pas être rigide. Hein, c'est difficile. Hey, ça, là, si on pouvait enlever un petit peu de... je pense que ça, c'est ce que j'ai le mieux réussi dans les dernières années. D'être un peu moins rigide dans mon entraînement, de moins regarder les vitesses, d'accepter aussi de courir un peu plus relax. Il y a plein de choses qui... Mais, tu vois, on enlève un peu de rigidité, mais comme on persévère, les résultats sont meilleurs que si on avait été rigide, mais qu'on ne persévère pas. Ben oui. La persévérance, au fil du temps, rend les succès possibles. Mm-hmm. Ça, c'est sûr et certain. Puis le meilleur exemple que je connais à peu près là, dans tous les gens que je connais, c'est toi puis Martine. Je dirais, Julie, elle va se reconnaître. Mais tu sais, un autre Julie que je connais. Tu sais, mais ces gens-là, des gens comme toi, là, c'est comme, OK, ça, ils l'ont la méthode. Ils ont trouvé leur méthode pour naviguer
puis pas tomber dans les écueils des blessures ou du surentraînement ou du découragement. Ouais. Ils ont trouvé une petite adaptation qui fait que vous continuez à avancer, puis vous avancez vers des succès tout le temps. À chaque journée, c'est un petit succès. Puis arrive après ça le grand succès avec les amis. Et là, ça, c'est le grand succès. Et ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Écoute, on a jasé beaucoup. J'espère que mon souhait le plus... c'est parce que moi, je vois souvent des gens qui débutent la course à pied, puis ils prennent ça tellement avec... Ils s'ajoutent, on le sait, tu travailles avec moi, on se parle tout le temps, puis on parle aux gens. Ils s'ajoutent du stress, ils s'ajoutent beaucoup d'anxiété sur les épaules quand arrête, respire, cours, tu sais. Tu avais dit quelque chose, dernière chose, j'aimerais que tu répètes, je me souviens exactement où tu étais debout quand tu l'avais dit. Tu avais dit, je pense que tu étais même un peu penché sur le comptoir, tu avais dit que si tu courais tout le temps dans la souffrance comme des gens qui débutent le font, puis dans le stress. Dans l'anxiété, puis le stress, puis le stress, le poids qui se met sur les épaules, tu avais dit... Je ne courrais pas. C'est ça. Pour moi, ça me conviendrait pas si chaque course puis chaque semaine, c'était du stress puis que c'était... C'est pas pour ça que je cours. Non. Tu aurais arrêté depuis longtemps. Ben oui. Si chaque entraînement était un calvaire côté stress, anxiété, ben je ferais un autre sport, tu sais. C'est ça. Tu irais faire du pédalo. Ben oui. Ben, je pense que ça me stresserait plus le pédalo. C'est ça. Écoute, c'est super. Merci d'avoir partagé tout ça. Merci à vous. On espère que vous avez aimé. Puis on passe à... On vous revient dans un deuxième épisode. Puis là, on va voir le marathon de Boston du point de vue de Josée.